Yes, yes, yo, yo, les amigos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons nous adonner à la résolution complète de la première question de l'examen de juin 2022-2023 pour le cours d'énergétique. Avant d'entamer la résolution, bref rappel sur la grille d'évaluation. La question vient souvent, qu'est-ce qui vaut beaucoup de points? Où est-ce qu'on doit scorer un maximum pour arriver à s'en sortir? On ne donne pas vraiment des points à proprement parler pour chaque partie d'une résolution d'un exercice en particulier dans cet examen. Par contre, il y a des critères qui sont évalués à travers les 3 questions et chacune des 3 questions constitue une sorte de possibilité de montrer qu'on a validé un critère, validé une compétence. Donc ici, typiquement, vous voyez qu'il y a 5 critères qui ensemble participent au volet résolution. Est-ce que vous êtes capable de résoudre un exercice? Ça passe par 5 critères qu'on évalue à travers les 3 questions de l'examen. Et si on en fera une ensemble, il y a notamment mettre les variables et unités du système international dans un tableau, arriver à ressortir d'un énoncé en français les données clés qui vont nous aider à avancer, les lois physiques, les formules, le développement, évidemment, ce qu'on entend généralement par une résolution, c'est vraiment cette partie développement qui est souvent la plus conséquente. Ensuite, bien sûr, il y a les valeurs chiffrées. Ça ne vaut pas pour 100% des points. On ne va pas avoir 0 si on n'aboutit pas exactement au bon résultat. Mais enfin, quand même, avoir le bon résultat, ça reste l'objectif. Donc, c'est un des critères. Ensuite, vous voyez qu'il y a un volet plus orienté réflexion, pour lequel on a 4 critères. On juge ici le vocabulaire technique et scientifique. Est-ce que vous exprimez correctement à chaque fois qu'il est question de s'exprimer? Vous utilisez les bons termes techniques et scientifiques. Désignez une enthalpie pour ce que ça veut dire, par exemple, une turbine pour ce que ça représente réellement, et ce genre de choses. Vous avez une critique de vraisemblance sur chacune des 3 questions. Est-ce que votre résultat vous semble pertinent, vraisemblable, possible? Une conversion d'unité systématiquement également. Et une petite analyse du système qui montre que vous remettez bien tout dans l'ordre dans le puzzle. Et donc, ceci est évalué à travers les 3 questions. Si vous faites un nickel sur les 3 questions, vous avez acquis à 100%, vous avez 10 pour le critère. Si par exemple vos variables sont nickel pour les 3 questions, vous avez 10 sur 10 sur le critère des variables. Si vous êtes nickel pour 2 questions sur 3, vous avez partiellement acquis, 6 sur 10 à ce critère. Si vous avez seulement un tiers, une question sur 3 globalement, qui est OK par rapport à l'un de ces critères, vous allez avoir 2 sur 10. Et si rien ne va, catastrophe, vous avez non acquis, vous avez 0. Je vous laisse lire ceci à votre aise. Cette grille d'évaluation est disponible dans les différentes versions d'examen que vous avez sur Moodle. Elle a été légèrement modifiée d'une année à l'autre peut-être, mais le principe fondamental reste le même. Entamons donc maintenant l'exercice numéro 1 et commençons par lire l'énoncé. On est ici sur l'évaporateur d'un congélateur ménager. Ok, donc ça doit déjà nous évoquer le chapitre 5, l'évaporateur d'un congélateur ménager. Un congélateur, c'est une machine frigorifique, un circuit frigorifique très probablement à compression. Et du coup, on est dans les machines thermiques inverses. Chapitre 5. On met notre cerveau en mode machine thermique inverse et on prépare notre syllabus, puisque vous l'aurez le jour de l'examen, je vous le souhaite en tout cas. On met notre cerveau en mode machine thermique inverse. Lisons l'énoncé. On a du réfrigérant R134A, réfrigérant assez commun dont on a l'étable, qui pénètre dans le serpentin d'un évaporateur. On doit se rappeler quand même, et on le dessinera dans cette question, que l'évaporateur est l'échangeur de chaleur d'un circuit frigorifique dans lequel le réfrigérant absorbe la chaleur d'un milieu à refroidir et ce faisant, il s'évapore. Donc on est vraiment ici dans la partie du circuit qui, entre guillemets, crée le froid, puise de la chaleur pour le dire plus correctement. On est dans un congélateur ménager à 180 kPa absolu. Ça, c'est important. 180 kPa absolu. Ce n'est pas lu au manomètre. Au manomètre, c'est généralement relatif. Avec un titre de 15%. Titre de 15%, ça veut dire qu'il y a 15% de vapeur et 85% de liquide. D'accord. On est donc déjà en mélange à l'entrée de cet évaporateur, ce qui, si vous maîtrisez votre circuit frigorifique, ne devrait pas trop vous surprendre. Et on ressort à la même pression de 180 kPa absolu et à une température de moins 10 degrés. Donc on sait qu'on rentre dans un des 4 composants de la machine thermique inverse que constitue le circuit frigorifique. On connaît le point d'entrée, on connaît le point de sortie. On se demande, OK, quelle est la puissance calorifique extraite du milieu à réfrigérer par cet évaporateur s'il est traversé par un débit massique de 9 grammes par seconde?
OK. On nous demande une puissance. Une puissance, ce sera des watts, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une énergie est extraite, ici en l'occurrence, du milieu à refroidir. Sans plus attendre, ce que je vous propose de faire directement, qui vous fait gagner des points rapidement sur l'un des critères, l'un des 9 critères de la grille d'évaluation cités ci-dessus, précédemment dans la vidéo, on va remplir le tableau avec ce qu'on a comme info. Qu'est-ce qu'on a comme info? Bah, nous avons la pression d'entrée. Je m'excuse d'avance pour mon écriture. Pression in. Symbole, bah, on va la noter P in. Voilà. La valeur, qu'est-ce qu'on a? On a 180, je la note comme ça, c'est plus compact. Vous pouvez noter 180 kilopascales, 180 000 pascales. Vous pouvez convertir en bar si vous le souhaitez, peu importe, tant que vous restez cohérent. Ok, essayez de vous faciliter la vie par rapport au reste de la résolution. 180 kilopascales, on s'en accommodera, c'est pas trop compliqué. On a le titre à l'entrée, mais on n'a que le titre à l'entrée, donc je ne vais pas préciser que c'est titre in, ce serait pas faux de le faire, mais j'ai envie d'être plus économe en écriture. C'est hi, le x grec, et donc ce titre vaut 15%. Ça veut bien dire que je suis là avec un mélange gaz liquide et que j'ai 15% de gaz pour 85% de liquide dans ce mélange. On sort à la même pression, donc j'aurais pu mettre uniquement pression plutôt que pression in et pression out. Ça aurait aussi été légitime sur base du développement qui va suivre. Enfin ici, prenons telles quelles les données qui nous viennent de l'énoncé. 180 kilopascal. On sait aussi que la température en sortie, température out, qu'on va noter T out, vaut moins 10 degrés Celsius. On sait également, dernière donnée, que nous avons un débit massique à travers cet échangeur, le même en entrée qu'en sortie. Les kilogrammes par seconde qui rentrent doivent sortir en régime établi, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Conservation de la matière. On le notait généralement M pointé. Le petit point sert à indiquer qu'il s'agit de la variation de la masse M par rapport au temps. Je pourrais noter par exemple dm sur dt, mais dans tout le cours, on a préféré noter pointé, ce qui est une notion mathématique plus compacte pour les dériver par rapport au temps. Et donc ici, nous avons 9 grammes par seconde, ou 0,009 kg par seconde. C'est équivalent, les deux seraient acceptés. Et là, c'est fait. C'est déjà fait. Pour l'un des 9 critères de la grille, je suis déjà au tiers des possibilités de l'évaluation, puisque j'ai complété ce tableau. Si je le fais 3 fois, bah, j'ai déjà 1/9 de la grille d'évaluation qui sera complétée. Ce que je vous propose, quand on avance dans la suite, évidemment, on rentre directement dans le vif du sujet avec le développement. Alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là qu'on va passer pas mal de temps de réflexion et c'est là que le cœur de, de la question va être résolu. Pour nous aider à être plus confortable, ce que je vous conseille, c'est de ne pas démarrer tout de suite le développement, mais d'aller voir à la suite. On avance un petit peu. Vous voyez qu'on nous laisse de la place. Il y a ici un espace réservé pour le résultat du calcul. Bah forcément, si je n'ai pas fait le développement, je ne sais pas le faire. On vous demande de convertir les unités du résultat final, ici en kilojoules par heure. Si je n'ai pas de résultat, je ne sais pas le convertir. Et on nous demande une critique de vraisemblance. Est-ce que le résultat final nous semble vraisemblable, pertinent, possible? Bah, encore une fois, je ne l'ai pas encore fait. Par contre, ici, analyse technique, je vous conseille, ce n'est pas indispensable, mais je pense que c'est plus confortable de commencer par ça, parce que ça va vous permettre de situer le composant particulier, dans ce cas-ci l'évaporateur, dans le contexte global des machines thermiques inverses. Et on aura pareil pour une machine thermique, par exemple. Dans l'analyse technique, on nous demande toujours, ce sera aussi le cas pour la question 2 avec une machine thermique directe, un schéma de principe où on montre les composants principaux. On nous demande d'ailleurs ici de faire intervenir et de citer chacun des 4 composants en nous disant bien que l'évaporateur en fait partie. Alors c'est parti, on va tracer notre circuit frigorifique. J'ai l'habitude de le dessiner en commençant par l'évaporateur, évapo. L'évaporateur est donc le serpentin à travers lequel le réfrigérant va passer, puiser de la chaleur d'un milieu refroidir et ce faisant s'évaporer. C'est le composant qu'on doit analyser ici. Ensuite, pour aspirer ce réfrigérant, il nous faut un compresseur qui va avoir 2 effets. Le premier, aspirer
le réfrigérant depuis l'évaporateur et il fait régner une basse pression à laquelle il sera plus facile de faire s'évaporer le réfrigérant et donc d'avoir notre effet frigorifique. Je crée une basse pression à l'aspiration du compresseur qui vient d'être dessiné, ce qui rentre dans le compresseur. Et en sortie, il va refouler ce réfrigérant à haute pression et haute température, un peu comme dans une pompe à vélo quand vous comprimez de l'air, ça monte en pression et en température. Et là, on doit recracher cette chaleur dans un condenseur. Condense. C'est le serpentin noir au dos du frigo dans la maison, par exemple. C'est l'échangeur qui recrache la chaleur. Et comme le réfrigérant recrache sa chaleur, il repasse de gaz à liquide. C'est un échange de chaleur latent, de même que l'évaporation. Et là, tout ce qu'il me reste à faire pour reboucler le cycle, j'ai deux échangeurs de chaleur. L'un absorbe de la chaleur, l'autre la rejette. J'ai un compresseur qui fait monter la pression. Si je veux boucler le cycle, je dois abaisser la pression. Ce qu'il me faut, c'est un détendeur, symbolisé généralement par un petit nœud pape comme ceci, le détendeur. Génial. Et donc, je relis la question. J'ai bien un schéma de principe du circuit frigorifique à compression dans lequel l'évaporateur pourrait intervenir en veillant à citer les 4 composants. C'est fait. Super. En 1.6.2, on me demande de tracer un diagramme pH, pression, enthalpie. H désigne l'enthalpie, donc la somme de l'énergie interne U et du produit pression fois volume massique, quand on est en minuscule ici, donc le travail d'écoulement plus l'énergie interne dans l'écoulement. On nous demande de tracer sur ce diagramme les évolutions mises en œuvre par chacun des composants en veillant à les mettre en évidence, en mettant en évidence le lien entre les évolutions et le composant. Une façon facile de le faire, je pense, c'est de numéroter ce qui se passe. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est tracer un diagramme pH, pression, enthalpie, très apprécié des frigoristes, puisqu'on y voit les évolutions en pression du compresseur et des tendeurs et les évolutions en enthalpie de l'évapocompresseur et condenseur. On a la cloche biphasique, à gauche de laquelle on a le liquide, au milieu de laquelle nous avons le mélange liquide-gaz, et à droite de laquelle nous avons le gaz, les vapeurs surchauffées. Et donc ici, je dois resituer les évolutions. Ce qui est facile, je pense, il y a plusieurs manières de procéder, c'est de mettre des points sur le schéma de principe ci-dessus. Je vais démarrer en 1 ici, arriver en 2 en sortie de l'évapo, arriver en 3 en sortie du compresseur et arriver en 4 en sortie du condenseur. J'ai 4 points qui vont baliser les évolutions de mes 4 composants. On va commencer par le point 1, on l'a vu et on le savait, mais vous pouvez commencer par le point que vous souhaitez, hein, ce n'est pas un problème. En général, du point 4 au point 1, ce qui va se passer dans le détendeur, c'est que l'abaissement de pression va avoir tendance à créer une petite évaporation avant même qu'on rentre dans l'évapo. Donc l'évapo ne commence pas à l'état de liquide, sous-refroidi ou saturé, il commence généralement déjà ici au milieu de la cloche, et c'est le cas de notre énoncé, puisque rappelez-vous, on avait ce titre de 15%. On a ici le point 1. De ce point 1, on s'évapore. On ne peut s'évaporer a priori qu'en évoluant avec une très faible évolution de la pression. On reste en basse pression. C'était notre 180 kPa mentionné dans l'énoncé. Et on s'arrête quelque part, alors soit à l'état de gaz saturé, si on est très théorique et très utopiste, soit généralement un petit peu dans les vapeurs surchauffées, de manière à s'assurer que le compresseur, qui est fait pour comprimer du gaz dans ces circuits-là, ne reçoive bien que du gaz. Le risque, s'il reçoit du liquide, comme le liquide est incompressible, c'est qu'il reçoive un coup de liquide. Ça va l'abîmer. Bref, on est soit sur le bout de la cloche, si on est en gaz saturé, c'est un cas un peu idéal, un peu utopiste, soit dans la pratique, on va essayer de faire en sorte que le point 2 tombe dans les vapeurs surchauffées. Ensuite, de 2 à 3, le compresseur va avoir tendance à faire monter la pression et l'enthalpie, puisque la température va monter avec également. Et donc, on a une évolution comme ceci. Si tout est idéal, une évolution isentropique. Ça veut dire sans échange de chaleur. Le compresseur ne fait que comprimer sans céder de la chaleur vers l'extérieur ou sans être chauffé par l'extérieur. Et sans irréversibilité, c'est-à-dire sans aucun frottement, aucun mélange, etc. Sans frottement, lol. Mais bon, on sait que c'est un petit peu à côté de ça en réalité. Pour l'instant, on imagine un cycle relativement parfait. De 3 à 4 ensuite, je vais avoir la condensation. Donc je suis ici dans la partie HP, haute pression de mon circuit. Voilà. Il va se passer exactement l'inverse, sans que la pression n'évolue énormément. Dans un premier temps, le réfrigérant va se sous-refroidir, pardon, il va se désurchauffer. Donc il va passer de gaz surchauffé au point de gaz saturé et commencer à condenser. Du liquide va commencer à apparaître puisque j'arrive dans la cloche biphasique. Là, réellement, j'ai la condensation à proprement parler dans la cloche. Et puis, je vais même continuer à me sous-refroidir dans les liquides sous-refroidis.
arriver ici au point 4. Et du point 4 au point 1, le détendeur est généralement un composant si petit qu'il implique très peu d'échanges avec l'extérieur en termes de chaleur, et donc très souvent il se passe à enthalpie constante. Le bilan d'énergie qu'on pourrait dresser, comme on l'avait fait au chapitre 3 sur un petit détendeur, un petit composant, eh bien, c'est un bilan qui fait apparaître une enthalpie relativement constante et c'est une hypothèse assez raisonnable qu'on vérifiera par la pratique. Il reste une dernière question de l'analyse globale des machines thermiques inverses, c'est le modèle énergétique. Donc ça, c'est vraiment la vision théorique des machines thermiques inverses. Comment ça fonctionne? Une machine thermique inverse, comme un circuit frigorifique, comme un congélo dans la maison. C'est une machine que je place entre une source chaude et une source froide. La source froide, c'est l'intérieur du congélo, la glace Häagen-Dazs caramel beurre salé. Miam, 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 miam. C'est froid. Et la source chaude, c'est la cuisine. C'est plus chaud que votre glace Häagen-Dazs. Et pourtant, la machine thermique inverse fait quelque chose d'assez fou. Vous lui donnez du travail. Je le note ici en puissance. Vous l'auriez noté en énergie sans le point sur le W. Ce serait le même principe. Moi, je lui donne du travail en faisant tourner un compresseur qui va permettre d'avoir l'évolution 2 à 3 sur le schéma qu'on a représenté ci-dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un tour de force. Normalement, c'est la source chaude qui doit chauffer ma glace Häagen-Dazs. Donc de SCH à SFR, je devrais avoir la chaleur qui va de la source chaude vers la source froide. Ma cuisine va chauffer ma glace Häagen-Dazs. Mais en alimentant le compresseur et mon circuit, en faisant tourner la popote, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va réussir à absorber, à puiser de la chaleur sur la glace Häagen-Dazs qui est pourtant déjà froide. Donc je prends de la chaleur de cet endroit-là et on va réussir à la refouler vers la source chaude. Généralement, on note aussi que la source chaude est à TH, T hot, température chaude, et que la source froide, TL, temperature low, pour notre source froide. Et voilà. Ce qui est pas mal avec le fait d'avoir commencé ceci, c'est qu'on a replanté le décor de toute la machine dans laquelle on travaille et on sait qu'on est ici, sur l'évaporateur qui va de 1 à 2. Génial. Alors maintenant, on ne peut plus y échapper, il faut faire ce développement. Il faut faire cette résolution. Reprenons un petit peu l'énoncé et revoyons ce qu'on nous demandait. J'ai un évapo, j'ai la pression, 180 kPa tout le long, ça correspond à ce que je viens de dessiner. Je sais que je rentre avec un titre de 15%, je situe ça dans le diagramme pH qu'on vient de dessiner, et je sais que je ressors à la même pression et moins 10 degrés. Je sais aussi que j'ai un débit de 9 grammes par seconde, et ce qu'on me demande, c'est la puissance calorifique extraite. 9 chances sur 10, comme toujours, ça démarre par un bilan de puissance. Donc je vous conseille, ce qui n'est jamais faux et qui marche quasiment systématiquement, c'est de noter ceci. Vous faites un bilan de puissance en régime établi. Je le note d'emblée parce qu'on n'a fait que ça ensemble, des régimes établis. Nous n'avons pas fait de régime transitoire. Une machine qui démarre, ou une machine qui s'arrête, ou une machine qui change de régime en cours de fonctionnement. On n'a pas fait ça ensemble. C'est sympa, hein, mais ça demande des dérivés supplémentaires, ça demande de faire un peu plus de mathématiques. Le bilan de puissance en régime établi, qu'est-ce qu'il nous dit? Toute la puissance, donc up pointé in, le pointé est important, hein. C'est-à-dire que c'est la variation de l'énergie par rapport au temps. Si je ne mets pas le point, je parle d'énergie et pas de puissance. Et s'il y a bien une chose d'importante après 40 heures de cours d'énergétique, c'est de faire la différence entre énergie et puissance. La différence entre ce qui rentre et ce qui sort est égale à la variation du niveau énergétique du système par rapport au temps. Mais puisque c'est en régime établi, ce niveau ne varie plus, on est à zéro. Super. Alors, dans le E.in et moins E.out, qu'est-ce qu'on va avoir? L'énergie peut être transférée de 3 manières. Soit de la chaleur, Q.T, soit du travail, W.T, soit de l'écoulement de la matière, un débit massique M.T, fois de l'énergie transportée par cet écoulement, petit e. Dans ce petit e se cache quoi? Énergie cinétique, petit KE, par kilogramme de matière, hein. Énergie potentielle, petit PE, par kilogramme de matière aussi, plus énergie interne, petit u, ok, énergie interne sensible, latente, chimique ou nucléaire, et de plusieurs impacts que ça peut avoir suivant l'ampleur que ça prend, plus la pression fois le volume massique. Ça désigne quoi? Ça désigne le travail nécessaire à ce que l'écoulement soit mis en place. On pousse, si vous voulez, le fluide pour qu'il s'écoule. Ceci, ça porte le doux nom d'enthalpie. Petit h ici, puisqu'on parle par kilogramme de matière. Ce serait grand H si on parlait simplement en kilojoules sans référer ça au kilogramme de matière.
Sans rentrer dans un long détail ici, si vous prenez le chapitre 3 et que vous refaites les bilans qu'on a fait pour ce genre d'appareil, on tombe généralement sur ce bilan-ci. Pour un échangeur de chaleur, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai pas du travail. J'ai pas du travail dans un échangeur de chaleur. Je ne pousse pas volontairement ou je ne fais pas tourner quelque chose avec mon échangeur de chaleur. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester que dans l'évaporateur, j'ai Q pointé in. De la chaleur rentre dans l'évaporateur. L'évaporateur est un échangeur qui prend de la chaleur de la glace à Gundas, caramel, beurre salé, que je veux refroidir. Donc, il y a de la chaleur qui rentre dans cet évaporateur. C'est pour ça d'ailleurs que le réfrigérant qui traverse cet évaporateur s'évapore. Et généralement, le bilan fait apparaître ceci, M pointé fois la différence d'enthalpie entre la sortie et l'entrée. Et dans ce cas-ci, l'enthalpie en sortie sera plus élevée que l'enthalpie en entrée, ce qui va bien montrer que le réfrigérant a pris de l'énergie, il a pris de la chaleur. H out sera plus grand que H in. On va le constater ici en faisant l'exercice. Eh bien, ça y est, j'ai déjà fait apparaître ce qu'on me demandait. La puissance calorifique extraite du milieu à refroidir, c'est la puissance calorifique qui rentre dans le réfrigérant, dans l'évaporateur. Et du coup, j'ai déjà ma formule. Le débit massique, c'est pas une grosse difficulté, on me l'avait donné, c'était 9 grammes par seconde, souvenez-vous, il est ici. 9 grammes par seconde, débit massique, on l'avait noté. Donc attention quand même, système international, je ne vais pas le noter en grammes, je sais que tout le reste que je vais avoir de fortes chances de le trouver en kilos, je le note déjà en kilos, 9 grammes c'est 0,009 kg par seconde. Ensuite, il faut trouver les enthalpies, et les enthalpies, là il n'y a pas de miracle, il faut aller dans les tables. Alors, c'est parti. Pour trouver ça dans les tables. Hop. H out. On va le trouver dans quelle table? L'enthalpie en sortie. Je suis à 180 kPa. Donc je cherche l'enthalpie à 180 kPa et moins 10 degrés. Je me demande ce que vaut cette enthalpie. Allons regarder dans les tables ce que nous avons comme information. A priori, il y a plusieurs manières de trouver la réponse. J'ai une première table, la table 1.9, pour laquelle j'ai les états du R134A en mélange liquide-gaz, triés suivant la température. Prenons par exemple le moins 10 degrés. À moins 10 degrés ici, ce que j'observe, moins 10 degrés, ce que j'observe, c'est que la pression de saturation, ici, Psat en kilopascal, est annoncée à 200,74 kilopascal. Et nous, on a moins. On a 180 kilopascal. Si j'ai une pression plus basse pour la même température, il y a de fortes chances qu'en fait, mon réfrigérant ici soit entièrement gazeux. Je n'ai pas assez compacté la matière que pour qu'elle soit dans le mélange liquide-gaz. Ce n'est pas la façon la plus parlante de le voir, mais on peut déjà le déduire comme ça si on l'a compris. Allons regarder une autre table pour confirmer nos doutes. La table 1.10, triée suivant la pression. À 180 kPa, qu'est-ce qu'on voit? À 180 kPa, on voit que la température de saturation est de moins 12,73 degrés. Or, on dit qu'en sortie de l'évaporateur, on est à moins 10 degrés, soit 2,73 degrés plus chaud que la saturation. Donc là, c'est bon, ça finit d'écraser nos doutes et on va encore le confirmer avec la table. Après, si jamais il subsistait encore une hésitation, le réfrigérant est bien totalement évaporé et même légèrement surchauffé en sortie de cet évaporateur, puisque je suis plus chaud que le moins 12,73 avec mes moins 10 degrés. Donc, ce n'est pas ici que je vais trouver l'enthalpie de ma vapeur surchauffée. Donc, continuons. La table 1.11, le R134A en vapeur surchauffée. On va venir chercher ici le 180 kPa. Ça me demande un petit exercice parce que j'ai ici pas des kilopascals mais des mégas. Donc, il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc 180 kPa, c'est 0,18 mégapascal. Je suis rassuré par le fait que je vois bien qu'on me rappelle ici que la température de saturation vaut moins 12,73 degrés. C'est bien celui que je viens de lire dans la table précédente. Et là, alléluia, à moins 10 degrés, on m'annonce que l'enthalpie vaut 245,16 kJ par kilogramme. Suffit, il y a qu'à. Génial. Alors ça, je vais le reprendre. Il y avait vraiment qu'à le lire. C'était un petit cheminement, mais on l'a trouvé quand même relativement vite. Il est égal à 245,16 kJ par kilogramme. J'avais une bonne mémoire. En un coup, j'ai un doute. Je vais vérifier. 245,16. On est bon. Super. Petit conseil,
dites-nous dans quelle table vous avez trouvé cette valeur. Parce que là, a priori, on ne s'est pas trompé, on espère quand même. Mais si le jour même vous vous êtes trompé, c'est intéressant qu'on fasse votre cheminement et qu'on voit est-ce que vous êtes juste trompé de ligne ou de colonne dans un tableau sous le stress et la fatigue, etc. Ou est-ce que vous êtes carrément parti ailleurs. Et on peut essayer d'aller chercher des points dans la résolution et la réflexion. Donc, table AN 1.11, je note que j'ai trouvé ça là. L'enthalpie de sortie, c'est fait. Il n'y a plus qu'à trouver l'enthalpie d'entrée. Enthalpie d'entrée. Alors, l'enthalpie d'entrée, on cherche en fait l'enthalpie à 180 kPa et un titre de 15%. Oui, mais là, la réponse, elle est déjà dans l'énoncé. Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est un liquide surrefroidi? Est-ce que c'est une vapeur surchauffée? Si on me dit d'emblée qu'on a un titre de 15%, on admet d'emblée qu'on a un mélange présentant 15% en phase vapeur et 85% en phase liquide. Donc là, il n'y a même pas de question à se poser. Je vais retourner dans mes tables. Je vais reprendre la table triée en pression. Elle est quand même plus facile. J'ai déjà le 180 kPa ici. Et à 180 kPa, bah, je sais que je suis quelque part ici. Entre. Est-ce que je ne me suis pas trompé de ligne? Non. Je suis entre l'enthalpie du liquide saturé. Donc l'enthalpie du liquide saturé, je rappelle vite fait ici. Hop. L'enthalpie du liquide saturé, elle est ici. Hein. Le liquide saturé, c'est bien ce point-là. Ça, c'est HF, l'enthalpie du liquide saturé. Et l'enthalpie du gaz saturé, bah, elle est ici, de la vapeur saturée, Hg. Et nous, bah, on est quelque part entre les deux. On est à 15% du chemin entre HF et Hg. Super. Plusieurs manières pour s'en sortir. La plus intuitive quand même, je pense qu'on a retenu jusqu'ici, c'était de se dire, bon, bah, je vais prendre ici mon enthalpie HF plus le titre fois HFG. HFG, c'est quoi? C'est cette valeur donnée ici au milieu. Si vous la regardez ici, 207,90 kJ par kilogramme à 180 kPa au point de saturation, à l'étage de saturation, je dirais, c'est la différence entre l'enthalpie du gaz saturé et l'enthalpie du liquide saturé. Donc, si je dois le représenter sur mon diagramme ici, HFG représente ceci. Finalement, le cheminement. D'accord? Et moi, je sais sur ce cheminement que je suis à 15% du cheminement en démarrant de HF. Donc, je démarre de HF, je prends 15% du cheminement HFG et je vais avoir mon enthalpie ici d'entrée. Enthalpie d'entrée. Je démarre donc à 34,97. Mon HF va être ici de 34,97. Je vais avoir mon 0,15 ici et mon HFG va valoir... Ah, j'ai été un peu brutal. Ici, j'ai tout perdu. C'est pas très grave. Tac. Voilà, j'ai pas tout perdu. J'ai juste mis ma main où il fallait pas sur la tablette. Et donc ici, on a bien notre 0,15 et notre HFG 207,90. Ta-ta-da-da, 207,90. Cool. Eh ben, il n'y a plus qu'à noter ça, les amis. Et on est quasiment bon. On est donc à, on le renote ici, faire ça proprement, HF plus le titre fois HFG égale donc, on a dit 34,97. Est-ce que j'ai une bonne mémoire? 34,97, ça va, je me défends. 34,97 plus 0,15 fois 200 et là ma mémoire me fait défaut, 207,90. 207,90. Alléluia, easy peasy lemon squeezy. Si on sort la calculette, moi je regarde mon brouillon que j'ai préparé sur le côté, on arrive à 245,16. 245,16 kJ par kilogramme. Yes. Si on veut quand même s'assurer qu'on n'a pas déconné. Ah non, 245,16, excusez-moi, j'ai déconné. J'ai mal lu mon brouillon, puisque ça c'était le premier. Tac tac, on est à 66,1535. 66,1535. C'est bien beau de préparer ces petits brouillons et tout, mais si on ne sait plus les lire. Donc si vous faites ce calcul, c'est à 66,1535 que vous allez aboutir et pas 245. 245, c'était l'enthalpie de sortie.
Génial. Si on veut se rassurer, se demander si ce 265 est pertinent, et clairement 240 ne l'était pas, parce qu'il n'était pas entre les deux valeurs que je vais vérifier maintenant. 66 est censé être entre HF et HG à la pression à laquelle je travaille. Il est bien entre les deux, et a priori, il y a 15% de titres. Je devrais être un peu plus proche de HF que de HG. Je suis plus proche du liquide que du gaz quand j'ai 15% de titres, 15% de vapeur dans le mélange. Et 66 est bien plus proche de 34,96 que de 242. Donc, il n'est pas impossible qu'il demeure une erreur hein, quand vous faites ça le jour de l'examen, mais on n'est quand même pas en train de faire quelque chose d'aberrant. Et là, on a tout. On a le débit, on a H in, on a H out. Il n'y a plus qu'à, les amis. Donc ici, on remet tout ensemble. La chaleur absorbée par l'évapo vaut 0,09 kg par seconde fois la différence d'enthalpie, cette différence d'enthalpie qui vaut donc 245,16 moins 66,1535. Si le monde est juste, quand vous faites ceci, vous trouvez 1,63 kW de puissance calorifique absorbée. On est parti. Résultat du calcul, on nous demande de rappeler ce qu'on cherchait, si jamais, hein, parfois on s'égare en chemin. Donc, puissance calorifique. Le symbole ici, Q pointé in, si je veux être complet, la puissance calorifique qui a été absorbée. On a trouvé 1,63 kW. C'est parti pour une petite conversion. Maintenant, les deux éléments qui suivent vont s'enchaîner. On nous demande, c'est un peu tordu, mais soit, ça montre qu'on a bien compris ce que c'est qu'une puissance. On demande ce que ça vaut en kilojoules par heure. 1 kilowatt, c'est 1 kilojoule par seconde. Donc, a priori, en une heure, vous aurez 3600 fois plus d'énergie qu'en une seconde. Il y a 3600 secondes dans une heure. Donc, en gros, 1,63 fois 3600 va vous donner les kilojoules qu'il y a dans une heure, puisqu'un kilowatt, c'est 1 kilojoule par seconde. Si vous faites ce calcul-là, vous allez aboutir forcément à quelque chose de plus grand. Il y a plus de kilojoules dans une heure que dans une seconde. 5799,81 kilojoules par heure. Est-ce que c'est possible? Critique de vraisemblance. Alors, on va plus se référer au kilowatt qu'au kilojoule par heure pour se demander si notre résultat est parlant quand même. On avait dit ensemble ordre de grandeur du ménager. Alors ici, n'hésitez pas à écrire un petit peu plus le jour de l'examen, à faire des phrases un petit peu plus étoffées que ce que je fais ici. Ici, j'essaye de me démener avec une tablette graphique et avec la place que ça prend pour écrire et ma magnifique écriture. Ordre de grandeur du ménager, on avait dit qu'on était de l'ordre du kilowatt. Dans les puissances utilisées par nos aspirateurs, nos électroménagers, nos frigos, etc., nos appareils électriques. Donc, 1,63 kW semble OK. Trouver des mégawatts aurait été beaucoup trop grand, trouver quelques watts, dizaines de watts, ça aurait été beaucoup trop petit. La centaine de watts, il y aurait pu y avoir un doute quand même. Mais bon, tout dépend de ce qu'on a en jeu. Et là, les amis, on a fini. C'est tout pour ce premier exercice. J'espère qu'il aura été clair pour vous et je vous dis à bientôt pour le deuxième exercice. Au revoir.